When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. Nous sommes assez nombreuses pour être divisées. Faire l'histoire des mouvements féministes pour en penser la diversité, c'est ce que je vous propose de faire dans la demi-heure qui vient, afin de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les féministes s'engueulent et afin d'essayer de savoir si, somme toute, c'est si grave que ça. C'est si difficile de dire « nous ». C'est si difficile parce que c'est difficile de dire « je » quand on est une femme. Je suis, je veux. Voici quelque temps, je discutais avec une de mes amies, infirmière de profession, qui rentrait d'une formation professionnelle et elle me racontait l'anecdote suivante. L'un des enjeux de la formation consistait à réfléchir sur les suites qu'on voulait donner à sa carrière et on lui avait demandé avec les autres participantes, toutes des jeunes femmes, toutes des infirmières d'un même service hospitalier, on lui avait demandé de se camper sur ses deux pieds, de relever la tête, de regarder au loin et de dire « je veux ». Pour demain, je veux. Et pour mon amie, ça avait été une révélation. Jamais elle ne s'était livrée à cet exercice et cela faisait en réalité bien longtemps qu'elle n'avait pas dit « je ». Je veux ceci ou cela. Toujours elle agissait, toujours elle décidait en tant que mère de ses enfants, en tant que compagne de son conjoint, en tant que professionnelle au service de ses patients. Et je, dans tout ça, pas de je. L'anthropologue Nicole Claude Mathieu a très bien documenté cette situation. Elle parle de la conscience limitée des femmes. La conscience limitée des femmes, elle se fonde d'abord dans leur moindre disponibilité corporelle. Cette moindre disponibilité corporelle, elle est démontrée parce que disposer de son corps, c'est un combat féministe. C'était le combat central du mouvement féministe de la deuxième vague, celui qui s'est déployé dans les années 1970 et dans la lutte pour la contraception et pour l'avortement. Et c'est un combat qui est toujours d'actualité d'ailleurs. À bien des égards, on peut dire que dans nos sociétés contemporaines, occidentales, on en a eu quelques exemples dans le quiz qui m'a précédé, dans bien des sociétés, donc, le corps des femmes ne leur appartient pas vraiment. C'est ce qui se joue dans le harcèlement, qu'il soit de rue ou d'ailleurs. C'est aussi ce qui est en jeu dans les violences sexuelles dont les femmes demeurent les principales victimes. C'est ce qui se joue aussi sur un mode qui peut paraître plus anodin, dans la diffusion de normes corporelles féminines inatteignables, à grand renfort d'affiches publicitaires dans le moindre des abribus. Les hommes s'arrogent ainsi, et je cite encore mon anthropologue, le droit de poser un regard, un jugement, voire des gestes, sur le corps des femmes, et ce faisant, ils le refaçonnent. Le corps d'une femme n'est jamais seulement, d'abord, tout à fait et exclusivement le sien. On pourrait multiplier les exemples criants de cette dépossession à l'œuvre dans nos sociétés. C'est bien d'une moindre disponibilité à soi-même qu'il s'agit, et elle a évidemment des implications psychologiques. La conscience des femmes est médiatisée. Les femmes sont peu disponibles à elles-mêmes. Double journée, charge mentale, socialisation qui les met au service d'autrui, leurs conjoints, leurs enfants, leurs patients, pour retrouver l'exemple que je donnais tout à l'heure. Bref, c'est bien difficile de dire « je », et quand les femmes se mettent à le faire, le féminisme surgit. Et c'est ce qui se passe au moment de la vague MeToo. Moi aussi, je a quelque chose à dire, à dénoncer. Et quand les femmes prennent la parole en disant « moi », en disant « je », elles font un premier pas vers le « nous ». Le passage du « je » au « nous », c'est une étape de la construction de l'identité féministe. Il faut en passer par cette prise de conscience individuelle d'abord, collective ensuite, de « je » à « nous », pour qu'émerge le sujet du féminisme, pour que s'amorce la révolte contre l'arrangement des rapports de sexe et la position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée, à un moment donné de son histoire. Cette fois-ci, c'est une universitaire québécoise que je vous cite. Alors, les femmes commencent à dire « je »,
puis nous les femmes. Et ce faisant, elles se constituent en collectif, elles tordent le cou à l'isolement qui permet le maintien de la domination masculine, elles font vivre ces paroles de l'hymne des femmes du MLF, que je crois que je vais essayer de me payer le luxe de vous chanter. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Voilà ce que chantent donc les militantes du MLF, nous sommes en 1971. Prendre conscience du malheur que l'on a en partage avec d'autres femmes, c'est un peu déprimant, je vous l'accorde, mais c'est aussi un des fondements de l'engagement féministe, la source de la colère qui conduit à la mobilisation, la source de la colère qui est aussi la première étape par laquelle on prend conscience qu'on a de la souffrance, mais qu'on a aussi de la force à mobiliser collectivement. Et c'est cela, je crois, devenir féministe. Commencer par dire « je », puis se rendre compte qu'il est possible d'être un « nous », et ensemble, estimer que le monde tel qu'il tourne ne tourne, somme toute, pas très bien. Comprendre le féminisme, écrit Boursier en 2012, c'est s'intéresser aux problèmes qu'il pose et se pose, à sa boîte à outils, à ses mutations et à ses contradictions, à ses limites et à ses ressources, aux objectifs d'une révolution politique et culturelle majeure, en marche depuis le XIXe siècle, à sa manière de faire du sujet, de la politique, de la culture, de l'art, du cinéma, des médias, de fabriquer de la féminité et de la masculinité, de changer le sexe et le rapport au savoir, de s'embourgeoiser, de s'assagir ou de faire peur, d'avoir changé la vie de milliers de femmes et échoué à en convaincre beaucoup d'autres, d'être divisées. Comprendre le féminisme, c'est s'intéresser à sa manière d'être divisée. Comprendre le féminisme aussi, c'est repérer, peut-être que vous l'avez vu dans la citation, repérer le balancement des générations, s'embourgeoiser, s'assagir, ça c'est peut-être vieillir, peut-être. Faire peur, ça c'est peut-être au contraire quelque chose qui concerne les jeunes générations. Quoi qu'il en soit, cette division, c'est en quelque sorte l'essence du féminisme. Parce qu'après tout, le féminisme, c'est le mouvement des femmes, dans leur diversité. Et il a en quelque sorte vocation par essence à être multiple. Alors il peut paraître difficile parfois de répondre à la question de savoir qui sont les féministes. Avec un tel programme, vous voyez que la citation est longue, avec un tel programme, on ne sera pas étonné que le féminisme ne constitue pas un mouvement homogène. Si on peut le définir a minima comme l'ensemble des théories et des luttes politiques visant à l'égalité entre les sexes dans tous les domaines, et vous voyez que la définition a minima, elle est déjà bien large, l'ensemble des théories et des luttes politiques visant à l'égalité des sexes dans tous les domaines, les combats menés en son nom, les combats menés au nom du féminisme sont d'une grande diversité, relevant de problématiques intimes ou de politiques publiques, questionnant le principe de laïcité parfois, engageant des réflexions délicates autour de la liberté individuelle. Mon corps, mon choix, par exemple, ce slogan si caractéristique du féminisme de la deuxième vague, mon corps, mon choix, peut donner lieu à des engagements féministes sur la question du travail du sexe, peut donner lieu à des engagements féministes sur la question de la défense du droit à l'IVG, par exemple. Cela constitue évidemment autant de sources de désaccord entre les féministes elles-mêmes. Oui, les féministes s'engueulent. Et Nicole Claude Mathieu, que j'évoquais déjà tout à l'heure, en parle de ce féminisme comme de l'analyse faite par des femmes, des mécanismes de l'oppression des femmes dans diverses sociétés et de la volonté d'agir pour son abolition. Analyse des mécanismes de l'oppression des femmes, vaste programme. Le caractère systémique de cette oppression, la diversité des canaux qu'elle emprunte, implique forcément que ces analyses soient diverses, éventuellement contrastées, voire parfois contradictoires. Nicole Claude Mathieu invite à réfléchir au contexte dans lesquels se déploient les mécanismes de l'oppression, et ce terme de contexte doit être entendu au pluriel. Même si les inégalités demeurent, les mécanismes de l'oppression des femmes françaises, puisqu'on évoquait cette situation tout à l'heure, ou occidentales, aujourd'hui, ne sont nécessairement pas les mêmes que ceux d'hier. Et le sexisme ne se déploie pas de la même façon d'une société à une autre. Et là encore, il y a de la place pour une diversité de féminismes.
Et ce dernier terme de féminisme doit, comme celui de contexte, s'entendre au pluriel. Du reste, à l'appui de cette idée, on pourra citer Olympe de Gouges, qui est un peu la mère du féminisme français, et qui déclarait « Je n'ai que des paradoxes à offrir, non des problèmes faciles à résoudre ». Comment, dès lors, envisager que les mouvements féministes puissent donner à une réponse équivoque, comment dès lors envisager que les mouvements féministes puissent donner une réponse univoque à des problèmes complexes, voire paradoxaux, et qui se déploient dans des contextes équivoques. Il y a pourtant quelques éléments sur lesquels on peut s'accorder, peut-être, pour dire qu'ils fondent la conscience féministe. Qui sont les féministes? Sur quel socle à minima peut-on s'accorder à les définir? Les féministes, j'y reviens, sont des femmes qui disent « nous » et qui, ce faisant, se conçoivent comme des sujets politiques à part entière. C'est ça qui se joue dans cette capacité à dire « nous ». C'est ce que font, par exemple, les femmes autrices de ce cahier de doléances qui nous est parvenu et dont voici quelques morceaux choisis. La devise des femmes est « travailler, obéir et se taire ». Voilà certes un système digne de ces siècles d'ignorance. La voilà la prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, exprimée par les femmes des faubourgs de Paris dans un cahier de doléances de femmes daté de 1788. La voilà aussi, et je pense que vous l'entendez, la révolte contre l'arrangement des rapports de sexe dans la dénonciation d'un système digne de ces siècles d'ignorance dont les autrices du cahier peuvent espérer en ce printemps 1788, qu'il soit derrière elle. Hélas. Dans cette citation, on repère bien la naissance d'une véritable conscience féministe chez ces femmes, même si le mot lui-même, féministe, n'existe pas encore. Et même si son usage, du coup, peut faire redouter à l'historienne que je suis, ce qui est un péché mortel pour ma profession, le risque de l'anachronisme. Le mot féminisme n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle, et encore pour désigner une terrible maladie qui frappe les hommes, qui présente des caractéristiques sexuelles secondaires relevant du féminin. On comprend peut-être mieux pourquoi il est parfois difficile pour certaines de revendiquer ce statut de féministe. Bref, je reviens à mes révolutionnaires. Dans ce fait qu'elles sont assujetties comme les hommes aux impositions royales, vous voyez qu'elle souligne qu'il est juste, parce qu'elles payent des impôts, qu'elles puissent accéder au droit de suffrage. Donc, dans ce fait qu'elles sont assujetties comme les hommes aux impositions royales, ces femmes en révolution repèrent la raison légitime pour laquelle elles doivent voter, être reconnues comme des citoyennes actives par l'accès au droit de suffrage. Même analyse et même conclusion chez les féministes de la première vague, qui réclament, à l'instar de ces militantes britanniques, le droit de vote pour les femmes as men, comme pour les hommes. Et leur capacité de mobilisation collective dans un vaste mouvement social se lit assez, je crois, dans cette image d'une manifestation à Hyde Park en 1908, et dans cette image qui est emblématique des très nombreuses manifestations féministes qui se sont déroulées en Grande-Bretagne entre 1890 et la veille de la Première Guerre mondiale. On a souvent perdu le souvenir de ces mobilisations qui étaient considérables, de dizaines de milliers de femmes, encore une fois, et de dizaines de milliers de femmes, pour beaucoup bourgeoises en chapeau, pour lesquelles défiler dans la rue en scandant des slogans, voire s'enchaîner aux grilles de Buckingham Palace, n'était pas exactement en conformité avec la socialisation et l'éducation de jeunes filles qu'elles pouvaient avoir reçues. Ce sont donc des dizaines de milliers de femmes, et quelques hommes aussi, qui collectivement s'élèvent contre l'injustice qui leur est faite. Bref, concevoir son expérience individuelle comme représentative du fonctionnement d'un système, le patriarcat ou la domination masculine, comme vous voudrez, c'est le cœur de la prise de conscience féministe. Et c'est précisément ce qui conduit les féministes de la deuxième vague, cette fois, à affirmer que le privé, l'expérience individuelle que je vis, est politique et constitue donc un « nous » qui peut être le socle d'une mobilisation. C'est précisément ce qui conduit ces féministes-là à dire que la relégation des femmes dans l'espace domestique privé ne les disqualifie pas en tant que sujet politique légitime, au contraire, et que c'est là qu'il faut puiser les fondements de la mobilisation.
Pour qu'émerge cette conscience féministe, il faut notamment, et je vais plaider pour ma paroisse, faire de l'histoire. Pour un groupe donné, avoir une histoire, connaître son histoire, la transmettre aux jeunes générations, c'est indispensable pour se constituer en sujet politique agissant et revendiquant. C'est la raison pour laquelle, peut-être que vous le savez, l'enseignement de l'histoire dans notre pays se fixe un objectif, le premier objectif de l'enseignement de l'histoire dans le secondaire notamment, c'est de former des citoyens. Je demande donc comment il est possible de former des citoyennes sans avoir davantage de femmes dans les livres d'histoire. Pour un groupe donné, donc, avoir une histoire et la transmettre, c'est le socle de la construction de l'identité politique et c'est le socle, le début de la revendication. Or, ainsi que le dit magnifiquement Michel Perrault, le récit historique est un formidable pouvoir de vie ou de mort sur la mémoire, sans laquelle toute existence sombre à jamais dans le néant. Ce sceptre du récit est l'expression même de la domination masculine. Il distribue les zones d'ombre et de lumière, il organise le théâtre du monde. C'est ce qui se joue dans la revendication portée par les féministes de la deuxième vague qui, en chantant toujours la même chanson, déclarent, donc je continue, « Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Être le continent noir, puisque c'est comme ça que la chanson se poursuit, c'est être sans capacité de mobilisation. Voilà pourquoi, dans la geste des féministes françaises de la deuxième vague, la manifestation du 26 août 1970, dont vous avez ici une image, sous l'Arc de Triomphe, est déterminante. Ça n'est pas le nombre de militantes réunies, vous voyez bien sur la photographie qu'elles ne sont pas très nombreuses, c'est la force du symbole qui importe. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Voilà ce que dit la banderole, et c'est bien une demande d'histoire qui est faite ici, et du reste, l'histoire des femmes émerge dans le champ universitaire en France à ce moment-là. Il faut donc écrire l'histoire des femmes et aussi celle des mouvements féministes. Il faut veiller aussi à la transmettre, faute de quoi les mouvements féministes sont voués à tout réinventer, à chaque réémergence des revendications pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. C'est ce dramatique déficit de transmission que documente le titre de la revue Partisan qui paraît en 1970, Libération des femmes, année 0. On est en présence de au moins la deuxième génération de féministes, si je m'en tiens à mes vagues que je vous réexpliciterai dans un instant. Et pourtant, cette deuxième génération de féministes, elle a complètement ignoré l'existence de la précédente qui a quand même, et ça n'est pas tout à fait rien, conquis un certain nombre de droits civils et politiques, notamment le droit de vote. Libération des femmes année 0 en 1970, mais alors quid des dizaines de milliers de femmes qui, en Europe occidentale, et dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, ont lutté pour obtenir l'égalité de ces droits civils et politiques. Sans histoire écrite et transmise, les féministes sont comme les autres. Elles ont la mémoire courte. Et alors, que de temps perdu quand il faut tout réinventer d'une génération à la suivante. Il faut que les féministes apprennent à se passer le témoin, quitte à être en désaccord. Et c'est justement aussi une façon de dire nous, par-delà les générations. Faire l'histoire du féminisme, c'est faire d'abord l'histoire de voix isolées, de personnalités d'exception, emblématiques de la prise de conscience individuelle évoquée tout à l'heure. C'est ensuite prendre la mesure de l'ampleur de la prise de parole collective pour l'égalité des sexes, pour l'obtention de droits civils et politiques et pour la libre disposition de son corps. Entre continuité et renouvellement, les mouvements féministes doivent être pensés sur le temps long pour être appréhendés dans toute leur complexité. Et je vais donc rappeler ici en une diapo, et donc forcément trop vite, que pour le féminisme occidental, voilà d'où je parle, pour le féminisme occidental, du moins, il y a déjà eu au moins 3 vagues au mouvement. 3 vagues qui se déploient dans des contextes historiques différents. 3 vagues qui mobilisent des répertoires d'action différents. Il y a 1000 manières d'être féministe. 3 vagues qui se structurent autour de mots d'ordre, j'ai écrit d'orientation, également différents. Alors la métaphore des vagues, elle est pédagogique. Elle dit plusieurs choses. Elle dit bien le mouvement de balancier.
les avancées, les périodes de recul, le flux et le reflux en matière de droits des femmes. La métaphore des vagues, elle a cet avantage de nous permettre de prendre conscience que rien n'est jamais gagné. On parlait tout à l'heure de droits acquis qui peuvent se perdre. Et elle présente l'avantage de rompre avec ce que moi j'appelle une conception positiviste de l'histoire des droits des femmes, qui consisterait à dire un peu parfois, comme on vous le dit, comme en amour, plus qu'hier, moins que demain. Ça ira mieux pour ta fille et tu vis mieux que ta mère. La métaphore des vagues, elle permet de prendre la mesure de ça, que il peut arriver que les filles vivent moins bien que leur mère, peut-être pas sur tous les plans, mais que dans certains domaines, les droits acquis puissent se perdre. La métaphore des vagues, elle est critiquée aussi. Elle est critiquée parce qu'elle donne le sentiment que chacun de ces moments de l'histoire du féminisme, la première, puis la deuxième, puis la troisième, et aujourd'hui on est peut-être bien dans la quatrième ou la cinquième, que ces vagues successives, donc, ont été plus homogènes qu'elles n'ont été en réalité. Or, les vagues du féminisme ne sont pas monolithiques, elles sont tout sauf monolithiques. Par exemple, la première vague. La première vague ne réclame pas seulement le droit de vote, même si elle s'incarne bien dans la figure centrale de la suffragette. Les militantes de cette première période, 1850-1940, pour la France, les militantes de cette première période se sont aussi beaucoup engagées sur la question de la pauvreté, et notamment de la pauvreté des femmes, qui était terrifiante dans le cadre des sociétés des révolutions industrielles. Elles s'engagent déjà et elles luttent contre la notion de salaire féminin qui est inscrite dans la loi à la faveur de l'entrée dans les révolutions industrielles, justement, parce que dès l'invention de l'usine, on a pris conscience du fait que les femmes constituaient une main-d'œuvre à la fois plus docile et moins chère. Dans cette première vague, on trouve aussi des femmes qui prennent position sur les questions de fécondité. La deuxième vague des mouvements féministes n'a pas l'exclusivité de la réflexion sur ces sujets-là. Des femmes qui, et vous en mesurez le caractère subversif, à la fin du XIXe siècle, peuvent dire, comme une certaine Nelly Roussel, qu'elles veulent n'être mères qu'à leur gré. Un enfant si je veux, quand je veux, en vocabulaire de la fin du XIXe. Dans cette première vague, il se trouve aussi, à côté des féministes réformistes, qui sont adeptes de ce qu'elles appelaient la stratégie des petits pas, qui préfèrent les pétitions et les propositions de loi, des féministes aux mots d'ordre et aux actions plus radicales. J'évoquais les suffragistes britanniques tout à l'heure. Elles importent sur le territoire national un certain nombre de répertoires d'actions qui viennent des espaces coloniaux. Elles importent le principe de la grève de la faim, elles importent l'idée du sit-in, je disais tout à l'heure, s'enchaîner aux grilles de Buckingham Palace, elles l'ont fait. En jupon et chapeau, elles l'ont fait. Même chose pour le mouvement féministe de la deuxième vague, qui ne peut être réduit aux seules questions de contraception et d'IVG. Avec l'affirmation de l'idée plus globalement, que le privé est politique, la revendication se porte aussi sur le terrain des savoirs, la façon dont on les produit, la façon dont on se les approprie et la façon dont on les diffuse. Je parlais tout à l'heure de l'émergence de l'histoire des femmes. L'histoire des femmes d'aujourd'hui, elle procède de ces mouvements féministes de la deuxième vague. Et c'est déjà cette deuxième vague qui avait perçu l'articulation des questions de sexisme avec la question des classes sociales ou avec la question des origines ethniques. Cette deuxième vague, elle prend déjà conscience du fait qu'être une femme noire ou être une femme blanche, ça n'est pas subir l'oppression patriarcale de la même façon. C'est ensuite la troisième vague du féminisme qui vient questionner ce « nous les femmes » dont je parle depuis le début de mon propos et qui est loin d'aller de soi. Alors, bien sûr, avec cette troisième vague du féminisme, il est nécessaire de dénoncer les prétentions féministes, les prétentions du « nous » féministe à représenter les femmes de façon totalisante. Mais cette diversité des mouvements féministes, elle ne doit pas confiner à la division. Et voilà peut-être ce à quoi je pourrais appeler en conclusion. Cette diversité des mouvements féministes, il ne faudrait pas la confondre avec une division stérile. Elle a au contraire, je crois, tout d'une mobilisation vive
et d'une mobilisation enthousiasmante. Et j'en termine toujours avec l'hymne du MLF. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Parce que les femmes, donc, leurs expériences et leur vie sont d'une profonde diversité. Le féminisme se décline aujourd'hui de bien des manières. Et cette diversité est, je crois, le signe d'une maturité réjouissante. Dans la diversité des mots d'ordre, dans la diversité des questionnements et des engagements, il faut voir le signe d'une vitalité réelle. Cette déclinaison plurielle des féminismes, qui semble la marque de notre temps, est, vous l'avez compris, bien plus ancienne. Les féminismes ont toujours été pluriels, les féminismes, peut-être, ont toujours été divisés. Mais sans doute la pluralité est-elle plus nécessaire que jamais au mouvement, et sans doute cette revendication de pluralité, qui s'illustre derrière moi, sans doute cette revendication de pluralité est-elle à l'image des femmes et des sociétés dans lesquelles nous vivons, multiculturelles. Sans doute est-elle aussi une nécessité absolue pour que les mouvements féministes d'aujourd'hui soient représentatifs et prennent la mesure de l'ensemble du chantier. Ainsi que l'écrit Françoise Vergès dans un ouvrage tout récent, je la cite, « Que poursuivrait un féminisme qui ne chercherait pas à transformer le monde en profondeur et à lutter contre tous les rapports de domination ?» Lutter contre tous les rapports de domination, articuler ensemble les systèmes d'oppression, c'est plaider, pardon pour les grands mots, pour un féminisme intersectionnel. Et du coup, l'usage du singulier ici est presque un paradoxe. Un féminisme intersectionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire un féminisme qui prend en considération que les femmes font des expériences individuelles qui ont un sens collectif, mais qui se déclinent de manière différente selon qu'elles sont voilées ou non, selon qu'elles sont noires ou blanches, selon qu'elles sont riches ou pauvres, selon qu'elles sont éduquées ou qu'elles le sont moins. Un féminisme polymorphe, certes, mais un féminisme quand même, et je crois qu'il faut prendre garde, et ce sera presque mon dernier mot, prendre garde à ne pas se laisser déposséder de ce beau mot de féminisme au détour de quelques guerres intestines qui opposent trop vite celles qui sont favorables au port du voile et celles qui s'en émeuvent, celles qui parlent du travail du sexe quand d'autres disent prostitution, celles qui militent en non-mixité et celles pour qui le combat féministe ne se gagnera pas sans les hommes. Je ne suis pas là pour distribuer les brevets de féminisme, mais je suis là pour m'enthousiasmer à la lecture de Geneviève Fraisse, parce que c'est à elle que j'ai emprunté la phrase qui me servait de titre. « Si nous sommes assez nombreuses pour être divisées, comme elle le dit optimiste, Geneviève Fraisse, il ne faudrait pas que nous nous laissions diviser de l'extérieur. » Et je terminerai, si vous le permettez, avec une dernière citation d'une militante afroféministe qui s'appelle Audre Lorde, qui est aussi une magnifique poétesse, et qui, dans un texte qu'elle consacre à l'usage de la colère, souligne la chose suivante. La force des femmes réside dans le fait de reconnaître que les différences qui existent entre nous sont constructives. De faire face à ces idées reçues dont nous avons hérité malgré nous et que nous devons changer maintenant. Les colères des femmes peuvent métamorphoser les différences en puissance, parce que la colère entre personnes égales donne naissance au changement, pas à la destruction, et le malaise ou le sentiment de perte qu'elle provoque souvent n'est pas une fatalité, mais un signe de croissance. La colère entre personnes égales, entre femmes qui s'envisagent à égalité et qui dialoguent en bienveillance, cela porte un nom, et il a déjà été prononcé à plusieurs reprises, sororité. Je vous remercie de votre attention. What I